Il y a des matins où l'on se réveille, avec une certitude étrange dans la poitrine. Pas une peur, pas de l'anxiété, quelque chose de plus précis que ça, une connaissance froide, comme si le corps avait compris pendant la nuit ce que l'esprit refusait encore d'admettre. Ce matin-là, en entendant mon gendre se lever à 5h30 alors qu'il ne travaillait pas, j'ai su. Je m'appelle Henry. J'ai 68 ans. J'ai passé 32 ans dans l'éducation nationale, à enseigner l'histoire-géographie dans un lycée de province. J'ai vu défiler des milliers d'élèves. J'ai appris à lire les gens leur silence, leurs petits mensonges, la façon dont ils regardent ailleurs quand la vérité devient inconfortable. Et mon gendre, ce matin-là, avait précisément ce regard-là depuis plusieurs semaines. Ma femme Marguerite est morte 3 ans auparavant, d'un cancer qui l'a emporté en 8 mois. Depuis, je vivais seul dans notre maison de Périgueux, une grande bâtisse du début du siècle, avec un jardin, 3 chambres et une cave que mon père avait construite de ses mains. Ma fille, qui s'appelait Lucie, habitait à 30 kilomètres avec son mari. Elle venait me voir 2 fois par mois, parfois 3, et puis son mari a commencé à venir aussi plus souvent, avec des questions de plus en plus précises sur les choses que je possédais. Mon gendre s'appelait Benoît. Il avait 41 ans, travaillait dans la gestion de patrimoine pour un cabinet à Bordeaux. Un homme bien habillé, avec des mots bien choisis et une poignée de main ferme qu'il avait dû travailler. Il aimait le vin, il aimait les chiffres, et il aimait ma fille dans cet ordre, j'en avais progressivement pris conscience. La première fois que je l'avais rencontré, 6 ans plus tôt, j'avais serré sa main et j'avais pensé, cet homme sait exactement ce qu'il fait. Ce n'était pas un compliment. Les premières visites après la mort de Marguerite étaient normales. Il venait, on mangeait ensemble, on parlait de Lucie, des enfants qu'il n'avait pas encore, de ma santé. Benoît était attentionné, prévenant. Il portait les courses. Il proposa d'aider pour le jardin. Et puis, progressivement, les conversations ont changé de texture. « Papa, tu as pensé à ce qu'on t'avait dit pour le testament ?» C'était Lucie qui parlait, mais les mots avaient l'accent de son mari. Je la connaissais depuis sa naissance. Je reconnaissais quand elle formulait ses propres pensées et quand elle relayait celles d'un autre. « Il est chez le notaire, comme il l'a toujours été », j'avais répondu. « Oui, mais Benoît a dit que les frais de succession ont beaucoup changé. Il y a des façons d'optimiser, de protéger ce que tu as construit, pour que ça reste dans la famille, tu comprends ?» Je comprenais très bien. Je comprenais surtout que cette conversation n'avait pas commencé ce soir-là au dîner. Elle avait commencé dans leur voiture, sur l'autoroute, quand mon gendre avait préparé les arguments que ma fille allait prononcer. Je n'avais rien dit. J'avais servi le dessert. La maison valait entre 450 et 500 000 euros, selon les estimations du marché immobilier local. Marguerite et moi l'avions achetée il y a 30 ans pour une somme qui paraîtrait dérisoire aujourd'hui. Nous l'avions rénovée pièce par pièce, pendant des étés entiers, avec nos propres mains et notre propre argent. Il y avait aussi un compte d'épargne, un portefeuille d'assurance vie, ouvert en 1998, et une petite cave à vin que j'avais constituée bouteille par bouteille pendant 2 décennies. Rien d'exceptionnel. Mais pour quelqu'un qui travaillait dans la gestion de patrimoine, c'était suffisant pour justifier l'intérêt. Les mois suivants, les visites sont devenues hebdomadaires, et mon gendre a commencé à parler de moi à la 3e personne en ma présence. « Il faudrait peu être qu'Henry pense à simplifier », disait-il à Lucie comme si je n'étais pas dans la pièce. « Une maison de cette taille, à son âge, avec l'entretien que ça demande. Je suis là, Benoît. » J'avais dit calmement. « Bien sûr, bien sûr. Je disais juste que ce serait plus simple pour toi, Henry. Tu ne trouves pas que la maison est devenue grande ? » Elle n'était pas devenue grande. Elle avait toujours eu la même taille. C'est lui qui commençait à voir les murs différemment. Et puis, il y a eu l'incident du chéquier. Un dimanche de novembre, pendant que Lucie préparait le déjeuner dans la cuisine, mon gendre m'avait rejoint dans le bureau. Il regardait les étagères avec cette expression particulière des gens qui font semblant de ne pas chercher quelque chose alors qu'ils cherchent très précisément quelque chose. « Tu as besoin de quelque chose ?» j'avais demandé. « Non, non. Je regardais juste. Tu as beaucoup de livres sur l'histoire. » J'enseignais l'histoire. « Bien sûr. Dis-moi, Henry,
pour le compte chez le Crédit Agricole. Tu es toujours avec le même conseiller? Parce que j'ai des contacts qui pourraient t'aider. Je gère très bien mes finances, merci. Il avait souri. Le sourire de quelqu'un qui pense que vous avez tort, mais qui est trop poli pour le dire. Ou trop stratégique. 3 semaines plus tard, j'avais remarqué que mon carnet de chèques n'était plus exactement où je le laissais habituellement. Pas d'une façon évidente. D'1 centimètre peut être 2. Suffisamment pour que quelqu'un qui aurait voulu vérifier un numéro de compte ait pu le feuilleter et le reposer. La plupart des gens n'auraient rien remarqué. Mais j'avais passé 32 ans à corriger des copies, je savais voir les petits déplacements. J'avais commencé à noter les choses dans un carnet, pas de façon paranoïaque, de façon méthodique. La date, l'observation, le contexte. L'historien en moi trouvait ça naturel, les preuves ne valent rien si on ne les documente pas. Benoît avait aussi commencé à me poser des questions sur ma santé cognitive. Subtilement, au début. Il glissait des allusions dans la conversation. « Tu as oublié que tu m'avais dit ça, tu te souviens que tu avais mentionné l'autre jour. » Des choses que je n'avais jamais dites. Je l'avais observé faire ça 3 fois avant de comprendre le schéma. Il construisait quelque chose. Il posait des briques, une à une, pour ériger une version de moi que ni moi ni personne d'autre n'avait encore clairement vue. Un vieil homme qui se perd, qui répète, qui n'est plus tout à fait fiable. C'est là que j'ai appelé mon ami Gérard. Gérard et moi nous connaissions depuis le lycée. Il avait fait du droit, était devenu notaire, avait pris sa retraite 2 ans avant moi. C'était l'homme le plus précis que je connaissais, il pesait chaque mot avant de le prononcer et ne donnait jamais son avis sur quelque chose qu'il n'avait pas étudié. Je lui avais tout raconté au téléphone, sans omettre le moindre détail. Il y avait eu un long silence, à l'autre bout du fil. « Tu sais ce qu'il prépare ?» avait-il dit enfin. « J'ai des hypothèses. » « Ce n'est pas une hypothèse, Henry. Ce que tu décris, c'est le scénario classique de mise sous tutelle progressive. Il te positionne comme mentalement diminué auprès de ta fille. Ensuite, il suggère une procuration. Ensuite, c'est lui qui signe à ta place. Combien de temps ce genre de processus prend-il? S'il est méthodique, 18 mois, 2 ans, surtout si la fille est convaincue. J'avais regardé par la fenêtre le jardin que Marguerite avait planté, les rosiers qu'elle avait taillés pendant 20 ans, le vieux pommier qui donnait encore des fruits. Alors j'ai dit à 8 mois, j'avais dit, ou tu peux être plus rapide que lui. Gérard m'avait expliqué ce qu'il fallait faire. Un Nouveau Testament, d'abord rédigé avec lui directement, en bonne et due forme, avec 2 témoins qui pourraient attester de ma pleine lucidité au moment de la signature. Ensuite, un rendez-vous chez mon médecin généraliste pour un bilan complet, documenté pas parce que j'en avais besoin, mais pour avoir un certificat médical récent attestant de mon état mental parfait. Et enfin, une chose à laquelle je n'aurais pas pensé seul, un enregistrement. La France ne permettait pas à l'époque d'utiliser des enregistrements clandestins comme preuve directe dans tous les contextes civils, mais Gérard m'avait expliqué qu'il pouvait servir à orienter une enquête, à établir un contexte, à démontrer un comportement systématique si les choses devaient aller devant un juge. Et surtout, il servirait à convaincre ma fille. Parce que c'était ça la vraie difficulté. Pas la loi, pas les papiers, ma fille. Lucie avait 40 ans. Elle était enseignante comme moi, en maternelle, avec cette tendresse naturelle pour les gens fragiles, qui avait fait d'elle une excellente mère d'élèves. Mais une épouse peut être trop indulgente. Elle aimait Benoît, elle lui faisait confiance. Et Benoît avait passé 3 ans à lui enseigner doucement, patiemment, que son père vieillissait et que vieillir signifiait décliner. Je ne pouvais pas lui dire « Ton mari est en train de te manipuler pour m'escroquer ». Elle n'aurait pas cru ses oreilles. Elle aurait pensé que c'est moi qui déclinais. Il fallait qu'elle entende par elle-même. J'avais donc commencé à jouer le jeu. Pas de façon exagérée, ce n'était pas un film. Mais j'avais laissé quelques portes ouvertes dans nos conversations. J'avais mentionné 1 ou 2 fois que j'avais du mal à retrouver certains papiers. J'avais demandé à Benoît, lors d'une visite, de m'aider à comprendre un relevé de compte, pas parce que je ne comprenais pas, mais pour lui montrer que je m'ouvrais à lui, que la porte était entr'ouverte. Il avait pris ça pour une invitation. Les visites se sont rapprochées. Benoît venait parfois seul, maintenant avec des prétextes différents.
Il passait vérifier que tout allait bien. Il apportait des viennoiseries du dimanche. Il m'aidait à remplir des formulaires administratifs, des formulaires que j'aurais parfaitement su remplir seul, mais que j'avais laissés devant moi comme une mise en scène. Et dans ces moments-là, il parlait. Benoît parlait beaucoup, quand il se croyait en position de force. « Tu sais, Henri, ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on fasse un point ensemble sur ton patrimoine. Pas de façon formelle. Juste pour voir où tu en es. Comprendre ce que tu as, ce que tu dois, ce que tu veux qu'il se passe. C'est gentil de t'en préoccuper. » Lucie s'inquiète. Tu le sais. Elle ne veut pas te le dire pour ne pas te vexer, mais elle pense que tu te laisses un peu dépasser par les démarches. C'est normal à ton âge. À mon âge. Cette expression qu'il glissait partout comme une petite pelle pour creuser. Je comprends, j'avais dit. Elle a peu être raison. Le téléphone dans ma poche enregistrait depuis le début de la conversation. Ce soir-là, j'avais rappelé Gérard pour lui faire écouter. C'est insuffisant, avait-il dit. Mais c'est un début. Il faut qu'il aille plus loin. Il faut qu'il demande quelque chose de concret. Il va le faire. Ce genre d'homme ne peut pas s'en empêcher. Gérard avait ri doucement. Non, il ne peut pas. J'avais attendu. La patience était la seule arme dont Benoît ne m'avait pas encore crédité. En février, il était revenu avec un document. C'était une procuration rédigée par un juriste, proprement présentée dans une chemise bleue, avec des feuillets séparés par des intercalaires. Il m'avait expliqué calmement que c'était pour les cas d'urgence, pour que lui ou Lucie puissent gérer les affaires courantes si jamais je n'étais pas disponible ou si mon état de santé rendait les démarches difficiles. Il avait utilisé exactement ce mot, disponible, comme si je risquais de m'absenter. C'est très complet, j'avais dit en feuilletant les pages. Maître Durand l'a rédigé. C'est quelqu'un de très sérieux. Je connaissais Maître Durand de nom. Il avait une solide réputation dans les affaires de succession contentieuse. Ce n'était pas un détail anodin. Je vais prendre le temps de lire ça. Bien sûr, bien sûr. Prends ton temps. Mais tu sais, plus tôt on régularise ces choses-là, plus on est serein. Il n'y avait pas de on dans cette phrase. Il y avait un lui. J'avais posé le document sur la table de la cuisine et je l'avais regardé partir. Puis j'avais sorti mon téléphone et j'avais tout envoyé à Gérard. La réponse était arrivée 20 minutes plus tard par SMS. Ce document lui donne accès à tes comptes, à la gestion de tes biens immobiliers et au droit de signer en ton nom pour toute transaction inférieure à 100 000 €. Ne signe rien. 100 000 €. En dessous du seuil qui aurait nécessité une supervision notariale automatique. Benoît travaillait dans la gestion de patrimoine. Il connaissait les seuils. C'est cette nuit-là que j'avais compris exactement jusqu'où il voulait aller. Et c'est cette nuit-là que j'avais décidé de lui donner ce qu'il cherchait, pas tout de suite, pas facilement, mais progressivement, de façon à ce qu'il soit convaincu d'avoir gagné avant même que la partie ne soit terminée. Les semaines suivantes, j'avais laissé filtrer des informations, pas à Benoît directement, à Lucie, au téléphone, dans des conversations que je savais qu'elle rapporterait à son mari le soir même. J'ai retrouvé l'acte de propriété de la maison dans le bureau de ton grand-père, j'avais dit à Lucie un soir. Je l'avais oublié là-dedans depuis des années. Il y a des documents importants que je ne sais plus très bien où j'ai rangés. Papa, tu veux qu'on vienne t'aider à faire un peu d'ordre? Ce serait gentil, oui. Votre aide me ferait du bien. 3 jours plus tard, ils étaient là tous les deux. Et mon gendre regardait les étagères, les tiroirs, les classeurs, avec les yeux d'un homme qui fait l'inventaire. Je l'avais regardé faire, depuis le couloir, avec ce calme que 30 ans de correction de copie m'avaient appris la capacité à observer sans intervenir, à laisser les gens révéler ce qu'ils sont réellement. « Henry, avait-il dit en tenant un vieux classeur, c'est quoi ces documents-là? Je ne sais plus trop. Des papiers de Marguerite, je crois. Des assurances, peut-être. Tu permets que je jette un œil? Bien sûr. » Il avait feuilleté le classeur avec une rapidité qui n'avait plus rien de l'aide bienveillante. Ses yeux ne cherchaient pas à faire de l'ordre. Ils cherchaient des numéros, des références, des montants. J'avais noté l'heure. J'avais noté ce qu'il avait touché. Ce soir-là, après leur départ, j'avais passé 2 heures au téléphone avec Gérard, puis j'avais conduit jusqu'à son cabinet à Sarlat, où il m'attendait avec du café et les documents que nous avions préparés. Ensemble,
au cours des semaines précédentes. Le Nouveau Testament était déjà signé. Le certificat médical était dans une enveloppe. Et Gérard avait ajouté quelque chose à quoi je n'avais pas pensé. Il avait contacté discrètement mon conseiller au Crédit Agricole pour lui signaler qu'une procuration pourrait lui être présentée prochainement en mon nom et que toute demande de ce type devait faire l'objet d'une vérification téléphonique directe avec moi avant toute validation. Nous avions attendu. En mars, mon gendre était revenu seul. C'était un jeudi matin, vers 9 heures. Lucie travaillait. Il avait sonné. J'avais ouvert. Il tenait 2 croissants dans un sac en papier et il souriait. Je passais dans le coin pour le travail, j'en ai profité. Nous avions bu le café. Nous avions parlé de la météo, du jardin, de Lucie. Et puis, avec cette progression mesurée que j'avais appris à reconnaître, il avait sorti une enveloppe. J'ai parlé à Maître Durand. Il a simplifié le document. Beaucoup plus court, beaucoup plus lisible. Ce serait bien qu'on règle ça aujourd'hui, si tu veux bien. Juste pour être tranquille. Aujourd'hui, ça ne prendra que 5 minutes. Je t'explique chaque point si tu veux. J'avais regardé l'enveloppe, puis j'avais regardé mon gendre. Il avait ce regard des gens qui ont attendu longtemps et qui voient enfin l'arrivée. « Laisse-moi lire », j'avais dit. Bien sûr, j'avais lu lentement. Il attendait, les mains posées sur la table, avec une patience de façade, qui ne trompait plus personne, en tout cas, pas moi. Puis j'avais posé le document et j'avais dit « Tu sais, Benoît, il y a une chose que j'ai toujours enseignée à mes élèves. L'histoire ne progresse pas de façon linéaire. Elle avance, elle recule, elle fait des boucles. Et les gens qui ne connaissent pas l'histoire ont tendance à croire qu'ils inventent quelque chose de nouveau, alors qu'ils répètent simplement ce que d'autres ont fait avant eux. » Il avait légèrement froncé les sourcils. « Je ne suis pas sûr de comprendre. Je sais. C'est exactement le problème. » J'avais posé mon téléphone sur la table, ouvert sur une application d'enregistrement. J'avais posé à côté les relevés de compte que j'avais moi-même imprimés la veille, les relevés qui montraient que 2 semaines plus tôt, quelqu'un avait appelé ma banque, en se présentant comme mon assistant administratif pour demander des informations sur mes contrats d'assurance vie. La banque avait refusé, mais la banque avait aussi noté l'appel. J'avais posé ensuite la lettre de mon médecin, puis la copie du testament signé chez Gérard en janvier, puis, enfin, une feuille que Gérard avait rédigée, une mise en demeure formelle adressée à mon gendre, lui signifiant que toute tentative de procuration ou de gestion de mes biens sans mon consentement explicite et vérifiable ferait l'objet d'un signalement au parquet pour abus de faiblesse. L'abus de faiblesse, c'est l'article 223.152 du Code pénal, 3 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende pour les cas aggravés. Gérard me l'avait expliqué. Je l'avais noté. Benoît avait regardé les documents sur la table. Ses mains avaient cessé d'être posées calmement. « Henry, je ne suis pas en colère, j'avais dit. Je veux que tu comprennes ça. Je ne suis pas un vieil homme blessé qui fait une scène. Je suis quelqu'un qui a documenté chaque étape de ce que tu as fait au cours des 10 à 8 derniers mois. Chaque conversation, chaque déplacement de documents, chaque appel téléphonique à ma banque. J'ai un ami notaire qui a tout vérifié. Et j'ai un médecin qui peut attester sous serment que mes facultés sont parfaitement intactes. » Il avait ouvert la bouche. Rien n'en était sorti. « Ce que tu as essayé de faire s'appelle de l'abus de faiblesse, » j'avais continué. « Le fait que tu n'y sois pas arrivé ne change pas l'intention. Et l'intention, en droit pénal, compte beaucoup. Je voulais juste aider. Tu voulais une procuration sur mes comptes et sur ma maison. Tu as fait appel à un notaire spécialisé dans les successions contentieuses pour rédiger un document que tu m'as présenté sans témoin à 9 heures du matin, pendant que ma fille était au travail. Ce n'est pas de l'aide. » Le silence qui a suivi était d'une qualité particulière. Pas le silence de quelqu'un qui cherche ses mots. Le silence de quelqu'un qui recalcule. « Qu'est-ce que tu veux ?» avait-il fini par demander. « Rien de toi. Je veux que tu partes maintenant. Je veux que tu n'essayes plus jamais de gérer quoi que ce soit me concernant. Et je veux que tu expliques à ma fille ce que tu as fait, pas une version arrangée, pas un malentendu. Ce que tu as fait réellement. Lucie va. Lucie est ma fille depuis 40 ans. Elle finira par comprendre. Les gens qu'on aime finissent toujours par comprendre, si on leur dit la vérité assez clairement.
Il était parti sans les croissants. Ce soir-là, j'avais appelé Lucie. Je lui avais demandé de venir seule. Elle était arrivée à 10 à 9 heures, l'air inquiet, sentant que quelque chose s'était passé sans savoir quoi. Je lui avais servi un verre de vin, un Saint-Émilion que je gardais depuis quelques années, pas pour une occasion particulière, mais parce que Marguerite l'aimait. Et j'avais tout posé sur la table, pas pour l'accabler, pas pour lui faire honte, pour lui montrer. Elle avait lu les documents en silence. Elle avait écouté les enregistrements, certains passages 2 fois. À un moment, elle avait posé le téléphone et elle avait regardé le jardin par la fenêtre pendant plusieurs minutes, sans rien dire. « Il n'a rien pris ?» avait-elle dit enfin. « Non. Parce que tu l'as empêché. Parce que je l'ai vu venir. C'est différent. » Elle s'était retournée vers moi. Elle avait les yeux de Marguerite dans ces moments-là, ce regard direct, sans détour, qui n'acceptait pas les mensonges par omission. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» C'était la question que j'attendais, celle à laquelle j'avais réfléchi pendant des mois. Parce que si je te l'avais dit trop tôt, tu aurais eu à choisir entre lui et moi. Et je ne voulais pas que tu aies à faire ce choix sur la base de ma parole seule. Je voulais que tu puisses voir par toi-même. Elle avait regardé les documents à nouveau, puis elle m'avait regardé. « Tu as fait ça tout seul ?» Avec Guérard. « Pendant combien de temps ?» « 10 mois. » Elle avait pris une longue inspiration. Et pour la première fois depuis des heures, ses épaules s'étaient un peu relâchées. « Maman aurait dit que tu es trop ordonnée pour ton propre bien. » Maman aurait eu raison. Lucie avait ri. Pas vraiment un rire, quelque chose entre le rire et les larmes. Ce son particulier que font les gens quand une douleur se déplace pour faire place à quelque chose d'autre. Les semaines qui ont suivi n'ont pas été simples. Elles ne pouvaient pas l'être. Lucie avait eu des conversations avec Benoît que je ne connaîtrais jamais dans leurs détails. Elle avait parlé à un avocat. Elle avait pleuré des nuits que je devinais sans qu'elle me les raconte. Ce que j'avais fait ne l'avait pas protégée de la douleur. Rien ne l'aurait protégée de ça. Mais ça l'avait protégée d'une erreur irréparable. En mai, elle m'avait appelé pour me dire qu'elle avait déposé une demande de divorce. Elle n'avait pas pleuré en me le disant. Elle parlait avec cette précision calme, des décisions prises après beaucoup de réflexion. « Tu vas bien ?» J'avais demandé. « Je vais avoir besoin de temps. » « Mais oui, tu peux venir ici quand tu veux. La chambre est là. »« Je sais, papa. » Le jardin avait bien fleuri ce printemps-là. Les rosiers de Marguerite étaient chargés comme ils ne l'avaient pas été depuis plusieurs années. Je ne sais pas si c'est la météo ou si c'est autre chose. Cette idée un peu naïve que les choses autour de nous sentent quand quelque chose s'est rétabli. Peut être simplement que j'avais pris le temps de les tailler correctement cet hiver, parce que j'avais besoin d'occuper mes mains pendant les longues soirées où j'attendais que la situation se dénoue. Il y a des choses que l'âge apprend et que la jeunesse ne peut pas encore comprendre, pas parce que les jeunes manquent d'intelligence, mais parce que certaines leçons ne s'acquièrent pas autrement que par l'accumulation des années. La patience en fait partie. La capacité à distinguer ce qui presse de ce qui semble presser. Et surtout la capacité à rester immobile quand tout vous pousse à réagir parce que vous savez qu'un mouvement prématuré ruinerait tout ce que vous avez construit. Mon gendre avait misé sur ma fragilité. Il avait supposé que l'âge signifiait le déclin, que la solitude signifiait la vulnérabilité, que la gentillesse signifiait la naïveté. Ce n'était pas la première personne à faire cette erreur. Ce ne serait pas la dernière. Mais ce que Benoît n'avait pas compris, ce que beaucoup de gens de sa génération n'ont pas compris, c'est que quelqu'un qui a passé 32 ans à enseigner l'histoire a appris une chose. Par-dessus tout, les schémas se répètent. Les stratégies de prédation sur les personnes âgées ne sont pas nouvelles. Elles ont simplement changé d'habit selon les époques. Et quelqu'un qui a lu ces histoires, qui les a analysées, qui les a transmises à des générations d'élèves, ce quelqu'un les reconnaît quand elles se présentent à sa porte avec des croissants et un sourire bien calibré. Gérard est venu dîner en juin. Nous avons ouvert une des bonnes bouteilles de la cave, un Pomerol de 2009 que je gardais depuis longtemps. Nous avons parlé de Marguerite, de nos années au lycée, de ce que la vie fait aux gens selon comment ils choisissent de la traverser. Il n'a pas dit que j'avais bien fait. Il n'avait pas besoin de le dire. Lucie est venue le week-end suivant. Elle avait meilleure mine. Elle avait commencé une thérapie. Elle m'avait dit,
et elle dormait mieux. Elle avait taillé les rosiers avec moi le samedi matin, et nous avions parlé de Marguerite pour la première fois depuis longtemps sans que l'un de nous deux ait besoin de changer de sujet. La maison était toujours debout, les papiers étaient toujours chez Gérard, en ordre. Et moi j'étais toujours là, dans cette grande bâtisse que mon père n'avait pas construite pour qu'elle finisse dans les mains d'un homme qui comptait les meubles depuis la salle à manger. Il y a des matins où l'on se réveille avec une certitude dans la poitrine. Ce matin-là, en juin, en ouvrant les volets sur le jardin, c'était une certitude différente de celle de l'hiver précédent. Pas de la vigilance, pas de la méfiance. Simplement cette conscience tranquille que la maison était encore à moi, que ma fille était encore là, et que Marguerite, quelque part, aurait trouvé que j'avais bien géré les choses. Pas brillamment, pas avec éclat, patiemment,